difficultés, mais aussi de ses joies. On espère que vous allez nous le dire. Bonjour Vincent Chauvet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire modem d'Autun, c'est en Saône-et-Loire, c'est environ 13 000 habitants. Bonjour Patrick Haddad. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes maire socialiste de Sarcelles, dans le Val d'Oise, environ 60 000 habitants. Et avec nous également Nathalie Gavoil. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maire sans étiquette de Trochères, c'est en Côte d'Or. Et c'est une petite commune, moins de 200 habitants. D'abord, vous avez entendu le témoignage de votre collègue maire. Est-ce que vous êtes reconnu un peu dans ce portrait, Vincent Chauvet ? Complètement. Le rôle de l'épouse, en tout cas de l'entourage, ça c'est vraiment important, de la famille, parce que c'est pas toujours facile. Le côté démuni par rapport à la justice, on en parlera, la loi sur le statut de l'élu, on n'en connaît pas exactement l'application, mais c'est vrai qu'on peut paraître démuni. Moi, il y a un administré qui a qui a pendu un rat sur ma porte et il est décédé avant qu'on ait pu l'emmener au tribunal. Mais les procédures sont lentes. Il y a la possibilité dans les élections nationales, par exemple, quand on est attaqué en diffamation, d'avoir des référés. Ça n'existe pas aux élections municipales. C'est ce genre de choses. Le rôle des réseaux sociaux, positifs mais aussi négatifs. Moi, je me suis complètement reconnu dans le témoignage de mon collègue de Sully-sur-Loire. Ce n'est pas exactement la même génération. Peut-être la commune est un peu plus petite, mais c'est vraiment complètement les mêmes enjeux. Patrick Haddad. Oui, tout à fait, je suis parfaitement d'accord, à la fois sur le risque juridique, le besoin d'être mieux accompagné, et puis sur le rôle des réseaux sociaux. Parfois la violence des habitants, moi ça m'est arrivé également, et que derrière la protection existe. On a la protection fonctionnelle qui paye sur les frais de la commune d'ailleurs les démarches, mais ensuite la lenteur de la justice, la pression permanente avec les réseaux sociaux. Bien sûr, on va y revenir, il y a toute une série de satisfactions, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intense que ce que ça pouvait être il y a 3-4 mandats en arrière, où on vivait dans un monde qui allait moins vite et qui était peut-être moins conflictuel. Nathalie Gavoil, comment vous l'avez vécu, vous, le mandat qui vient de s'écouler ? Est-ce que vous diriez que pour les maires, ça a été le mandat de toutes les crises ? Je dirais oui, que ça a été le mandat de toutes les crises. On a commencé par le Covid, bien sûr, et puis ça s'est intensifié avec diverses crises économiques, écologiques, et toujours faire face avec moins de moyens, une exigence de la population plus accrue. Et tout ça met des tensions. Moi, j'ai aussi vécu des choses un petit peu violentes aussi par rapport à des habitants mécontents qui ne prennent pas en compte aussi le temps administratif, un temps long, qu'ils ne reconnaissent pas et parfois qui les insupportent et ils vous le font savoir. Mais à côté de ça, comme mon collègue de Sarcelles disait, il y a aussi des belles choses dans notre mandat et j'espère qu'on va les aborder parce qu'il faut donner envie à beaucoup de personnes de s'engager aux prochaines élections. On va en parler, Nathalie Gavoil, mais juste une petite précision. Quand vous dites que vous avez été victime de choses violentes, c'est quoi ? C'est des menaces, des agressions ? C'est des agressions verbales, un ton beaucoup plus agressif, une distance beaucoup plus proche. On s'approche de vous pour vous parler, voilà. C'est des choses qu'on voyait pas. Moi, c'est mon deuxième mandat en tant que maire et je vois s'intensifier ce ton d'agressivité. Ouais, c'est plus dur aujourd'hui d'être maire. Vous le ressentez, vous aussi, Vincent Chauvet ? Je pense que, comme ma collègue de Côte d'Or l'a dit, les citoyens sont de moins en moins citoyens électeurs et de plus en plus clients-consommateurs. Donc il y a une relation de fournisseur à client, comme avec son fournisseur d'accès. On le voit d'ailleurs quand on va voir les commerçants, que ce soit la téléphonie ou l'opticien, ils nous disent les gens sont extrêmement agressifs dans le temps, plus de patience, y compris par rapport aux vendeurs. On est un peu dans cette même position, je pense que c'est assez global, la société. Et puis il y a eu aussi, même si les chiffres sont plutôt en baisse, globalement, d'insécurité ou de violence, il y a moins de violence, mais les faits sont plus spectaculaires. Moi, j'ai eu une tentative d'incendie du véhicule de service de la mairie en bas de chez moi à la suite d'un mariage rodéo que j'avais annulé, que j'ai gagné au Conseil d'État. Ça ne leur a pas plu. Eh bien, il y a une partie de la famille qui avait saisi la justice administrative, c'est exactement ce qu'il faut faire, et une autre partie qui avait saisi le cocktail Molotov. Et on voit que de plus en plus, certains vont aller sur la violence ou sur la dégradation plutôt que sur les voies de droit ou les élections. Ça a été difficile pour vous à gérer aussi ce type d'événement, Patrick Haddad ? Oui, ça arrive de temps en temps. Alors, c'est pas non plus généralisé. Je dirais, il y a aussi des moments vraiment très agréables avec la population.
quand on transforme un quartier ou tout simplement toute une série de fêtes qu'on peut avoir, de moments festifs et agréables, et heureusement. Mais c'est un peu tout ou rien. Je trouve que la distance est rarement importante et que moi j'ai eu des difficultés liées à une petite bande de trafiquants de stupéfiants dans un quartier où ils ont bien vu qu'ils n'allaient rien obtenir de moi parce que ce qu'ils veulent c'est négocier pour pouvoir, eux, avoir le pouvoir dans le quartier et demander des emplois dans la maison de quartier, pouvoir qu'on finance leurs associations, etc. Et quand on dit non, eh bien, ils s'en sont pris à moi physiquement, à mon véhicule, j'ai été caillassé, j'ai d'œufs, etc. Donc la justice suit, la police enquête, mais tout ça est assez lent et il y a quand même un sentiment d'impunité qui rend les choses un peu plus difficiles que ce qu'elles devraient être. Ouais, est-ce que vous partagez ce que dit Vincent Chauvet? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est passé du citoyen électeur au client consommateur? Oui, et notamment avec les réseaux sociaux puis la société du numérique, alors qu'il y a plein d'avantages par ailleurs. Nous-mêmes, on peut faire passer des messages qui étaient beaucoup plus difficiles à faire passer avant. Donc, en quelques clics, on arrive nous aussi à s'exprimer. Donc, il y a un bon côté des choses. Le mauvais côté, c'est que les gens pensent qu'ils sont, j'allais dire, sur Amazon ou sur Netflix, et qu'avec leur téléphone, ils nous demandent un truc et que ça va se produire dans l'heure qui suit. Ils ne comprennent pas qu'il y a effectivement, comme le disait la collègue, un temps administratif, que certains projets sont plus longs que d'autres, que dans une ville de 60 000 habitants, on ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Moi, je reçois tous les jours 3, 4, 5 demandes de logement. Les gens trouvent mon numéro, ils m'écrivent sur les réseaux sociaux, mais il y a un processus pour ça. Donc, on les renvoie vers ce processus administratif qu'on essaie de fluidifier par ailleurs. Mais ça rend quand même les choses... Ils l'entendent pas forcément. Ils l'entendent plus ou moins, mais ils se disent que s'ils peuvent le court-circuiter, c'est mieux. Mais alors à la fois, il faut être dans l'échange avec les gens. Si on leur répond jamais, ils comprennent pas, puisqu'on va les solliciter après pour les élections. Mais il faut aussi les mettre dans le bon cadre. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile à leur faire entendre. Est-ce que c'est encore plus difficile à gérer dans une petite commune comme la vôtre, Nathalie Gavoil? Moins de 200 habitants, on imagine que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît effectivement, bien que notre ruralité change aussi. On a de nouveaux habitants qui viennent souvent de plus grandes villes où il y avait plus de services. Ils ne comprennent pas toujours que dans nos petites ruralités, nous, on fait un petit peu avec moins et on essaye de faire au mieux. Donc il faut leur faire comprendre et c'est en les intégrant, bien sûr, en expliquant, en communiquant beaucoup qu'on y arrive. Vincent Chauvet, vous lirez. Oui, une frustration qu'on voit aussi, je pense à mes collègues ruraux ou d'agglomérations plus importantes, et qu'on voit en ce moment particulièrement avec ces débats budgétaires à l'Assemblée, c'est l'incompréhension totale de la fiscalité locale. Pendant le mandat, on a eu la suppression de la taxe d'habitation. Je pense que ni le gouvernement ni nous n'avons eu de lettre de remerciement. Les gens pensent d'ailleurs que la suppression de la taxe d'habitation va retomber sur la taxe foncière. Ils n'ont pas compris le mécanisme de compensation. Bon, nous non plus, on n'a pas exactement compris, mais on voit qu'à peu près, c'est quand même un peu équilibré à l'instant T. Et puis aussi, les différences à l'intérieur d'une intercommunalité, entre des petites communes. Ils nous disent, j'y pensais parce que notre collègue de Côte d'Or dit des gens qui viennent peut-être d'autres villes et qui comparent finalement aussi les taux de fiscalité. À Dijon, c'est moins cher qu'à Autun. Et dans la petite commune de Côte d'Or ou de Saône-et-Loire, c'est aussi moins cher parce que, on a encore des charges de centralité et puis ces bases locatives que personne ne comprend. Il y a eu une réforme sur les bases locatives professionnelles et donc aujourd'hui, des maires qui ont fait des efforts, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout le monde essaye de diminuer, en tout cas d'ajuster la pression fiscale, sont absolument pas vus, absolument pas compris parce que le mécanisme est encore très inégalitaire et même à l'intérieur d'un quartier. Et donc ça, c'était un chantier qui était promis sur ce mandat, qui allait redonner de l'équité. Ça reste un point de frustration très fort. Et quand on dit client-consommateur, les irritants, c'est quand même encore la feuille d'impôt à la fin de l'année. Oui, vous partagez, Patrick Hadin? Oui, en partie. Nous, en tout cas, on n'a pas touché à la taxe foncière, enfin à la pression fiscale globalement, et la taxe foncière sur les habitants. Pour autant, elle a augmenté par l'augmentation des bases fiscales. Et ça, les gens ne comprennent pas. Dire, mais pourquoi vous avez augmenté? On leur dit, mais en fait, on n'a pas augmenté. Ce sont les bases. Et pour eux, ce n'est pas un mécanisme qui est très lisible. Et puis, pour rebondir pour eux, la taxe foncière, c'est décidé par le maire, point barre. Oui, c'est tout. Alors qu'il y a un taux qui est effectivement décidé par le maire, mais il y a les bases qui, elles, sont revalorisées au niveau national. Et puis, pour rebondir par rapport au milieu rural aussi, quand on est en milieu urbain, les gens bénéficient de toute une série de services
Et ça, on a l'impression qu'ils l'oublient, alors que nous, on a 8 lignes de bus, une ligne de tramway, 2 de train, un hôpital, etc., des écoles. Mais que quelque part, la contrepartie de ça, c'est que ça fait des villes qui sont plus denses et qui sont, je dirais, plus agitées et qui ne sont pas toujours très propres. C'est-à-dire que vous avez plein de commerces, etc., et que même si on fait tout ce qu'on en doit faire, les gens se plaignent toujours de quelque chose, si vous voulez. Donc dans le milieu rural, ça va être qu'il n'y a pas assez de choses, et dans le milieu urbain, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Par contre, on va se plaindre des effets d'une ville dense. Et donc, il faut pouvoir expliquer tout ça, c'est de faire prendre du recul, de donner des éléments de comparaison aux gens. C'est pas toujours facile d'avoir ce dialogue-là. Ouais, est-ce que l'incertitude budgétaire et le contexte budgétaire, vous le sentez peser sur vous? Je posais la question à tous les trois. Nathalie Gavoyle, est-ce que vous avez senti que c'était difficile au niveau financier? Alors oui, d'autant plus que chaque commune n'est pas égale par rapport à ses dotations et à son territoire. Nous, au niveau budget, par exemple, on a très peu de ressources. On a un petit peu de terre agricole qu'on loue, on a 2 logements qu'on loue, et encore qu'on loue de façon sociale, donc ce qui veut dire pas forcément des loyers tout réguliers. Et, et quand les dotations diminuent, ou quand on fait des coupes, ou quand on nous donne des compétences en plus ou des choses à assumer en plus, eh bien, effectivement, on le sent. Rien que pour le fonctionnement, je veux dire, on a mangé notre budget. Donc après, il faut trouver pour entretenir, il faut trouver pour faire toutes ces choses, les voiries qui coûtent énormément cher. Et on met des bouts de ficelle, au bout des bouts de ficelle, on intègre la population au désherbage, parce que on n'a qu'un employé à demi-journée. Donc il faut trouver des solutions, il faut s'adapter, il faut toujours réinventer. Et c'est dans ça que la fonction est plus difficile, mais aussi attractive aussi. Ça nous pousse dans nos Quelles retranchements. conséquences elles ont eu dans votre commune, Vincent Chauvet, ces difficultés budgétaires? Et pour les administrés, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que ça a comme impact concret pour eux? Alors, 3 choses. Déjà, les gens pensent que l'incurie au niveau national, la dette, le déficit, 5% du déficit représentant la richesse nationale, une dette abyssale, c'est la même chose au niveau local. Nous, c'est compliqué de leur expliquer qu'on a baissé la dette, que ça tient, que de toute façon, on a un principe d'équilibre. Donc, il y a une forme de mimétisme. Deuxièmement, l'an dernier, le retard du budget a fait que certaines agences n'ont pas eu leur financement. Nous, l'Agence nationale du sport, elle n'a pas pu verser toutes les subventions. On a renouvelé un skatepark et un pump track. On n'a pas eu les subventions. Donc, ça fait un trou d'environ 200 000 € dans le budget. On s'est inscrit à la session de rattrapage. On nous a dit l'an prochain, ça va être très bien. Bon, le budget n'est toujours pas voté. Donc, ça, j'espère que c'est quand même presque un point de fiscalité, finalement, ce qu'on attend. Et on n'aurait peut-être pas fait le projet si on n'avait pas eu les subventions et l'assurance d'avoir des subventions de l'Agence nationale du sport. Puis la troisième chose, c'est après, dans l'esprit de la population, c'est-à-dire ce qu'ils voient à la télé, des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, des choses qui sont votées, mais on ne sait pas si c'est définitif ou pas, une baisse de 9 milliards sur les collectivités, mais peut-être 2 milliards, mais peut-être pas, mais peut-être... bon. Et là-dessus, le spectacle fait que des administrés nous disent « Mais vous avez vu le sketch que vous nous faites au niveau national, est-ce que vous croyez qu'on va aller se déplacer pour les élections municipales ?» Et là, il faut leur expliquer que nous, on fait de la politique locale et qu'on est autant désolé qu'eux de voir que ça ne marche pas bien au niveau national, mais qu'il y a quand même un maire à élire pour 6 ans. Et ce climat-là va peut-être amener certaines personnes à s'abstenir par dégoût, finalement, ou par incompréhension du paysage et du fonctionnement des institutions au niveau national. Vous redoutez que ça ait des conséquences? Qu'il y ait un rejet? En tout cas, ou des gens qui vont rester chez eux, ils y comprennent rien, ils voient les choses, ils sont démunis et je pense de bonne foi, ils sont un peu perdus et ils se disent en ce moment, je suis pas, la plupart des gens sont humbles, honnêtes, intéressés à la chose publique, mais ils disent mais là ça dépasse mes compétences et je leur dis moi aussi en fait, personne, je crois, c'est ce qui se passe exactement et ce phénomène un peu de distanciation va peut-être démobiliser certains électeurs. C'est ce que je vois un petit peu sur ma commune en tout cas. Vous avez les mêmes craintes, vous, Patrick Haddad? Et quelles conséquences, pour vous, elles ont eu ces difficultés financières? Moi, je partage ce qui a été dit avec d'autres types de cofinancement qu'on peut attendre de la région ou du département, qui eux-mêmes se sont retrouvés pressurisés fiscalement par l'État et donc qui sont mis à diminuer les aides aux communes. Et donc, nous, on avait un plan pluriannuel d'investissement qui, forcément, en souffre. Il y a des choses qui sont retardées, des choses qui nous demandent à nous un effort supplémentaire, mais faire un effort supplémentaire sur l'investissement, il faut bien prendre l'argent quelque part. Donc, c'est difficile de couvrir l'ensemble de nos missions
et de pouvoir investir de façon importante. Et puis les gens nous en demandent toujours plus, y compris sur des prérogatives que l'on a en partie, je pense à la tranquillité publique. Nous, on augmente nos effectifs de police municipale, mais enfin, on a des limites aussi, et que c'est d'abord une prérogative d'État qui doit fonctionner correctement, et nous, c'est plutôt des forces d'appoint. Et là, parfois, on a le sentiment que ça devient l'inverse, et que c'est à nous de tout gérer, que ce soit sur la tranquillité publique ou sur à peu près tous les sujets qui concernent les habitants directement. Concernant la situation actuelle, je pense qu'il peut y avoir deux effets que je ne mesure pas bien encore actuellement. Soit les gens nous perçoivent comme des pôles de stabilité en se disant c'est le bazar au niveau national, au moins le maire, la maire, je les connais, et donc même si c'est pour les engueuler, je sais qui c'est, et donc je vais les conforter. Soit on sera victime aussi du dégagisme en disant ils font tous n'importe quoi, donc essayons quelqu'un d'autre, de toute façon il faut renverser la table, et donc je ne sais pas lequel des deux effets va l'emporter. Un mot sur le changement du mode de scrutin dans les petites communes. C'est donc chez vous, Nathalie Gavol, où désormais la parité a été instaurée, fini le panachage, parité et liste. Est-ce que c'est un mode de scrutin qui vous convient ? Alors, oui, parce que moi, je vais défendre l'égalité femmes-hommes, et j'y suis en plus très ancrée. Après, dans nos petites communes, eh bien, c'est difficile. Et puis, on voit, je disais, les changements de population. Et ben là où il n'y avait qu'une liste dans nos petits villages, il peut y en avoir plusieurs. Et là, par contre, ça pose des problèmes au niveau de la parité pour monter, par exemple, une deuxième liste. C'est un inconvénient. Mais la parité doit être là parce que c'est une équité et une démocratie. Donc oui, il faut l'ouvrir aux femmes et Ouais. moi, je les engagerai à y aller, bien entendu. Et après, il y a beaucoup de freins aussi. Mais la parité, juste, oui. est-ce qu'elle est concrète, cette égalité ? Est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, c'est plus difficile d'être une femme mère que d'être un homme mère ? Oui. Oui, parce qu'il y a des stéréotypes. Oui, parce qu'il y a encore, on entend encore, quand on défend certains sujets, ouais, bah, c'est les trucs de bonne femme. Bah, ça, on ne devrait plus l'entendre, quoi. Ça, vous l'entendez encore ? Ah, on l'entend encore, oui, bien sûr. Bien sûr. De moins en moins, mais on l'entend encore. C'est plus difficile, vous diriez, d'être une élue que d'être un élu ? Alors je pense, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de 20% des maires qui sont des femmes et que donc on n'est pas arrivé au bout du processus paritaire. Après, je défends la parité, donc je pense que c'est bien de l'étendre partout. Il y a encore des endroits où c'est pas appliqué. Dans les exécutifs municipaux, c'est une obligation. Dans les exécutifs intercommunaux, pas encore. Il faudrait y arriver. Que ces lois, même s'il a fallu le faire par la loi, donc un peu au forceps, ont permis très largement que davantage de femmes s'impliquent en politique. Et moi, dans la constitution de ma liste, j'ai eu l'effet inverse, si je puis dire. C'est-à-dire que comme on a beaucoup travaillé pendant ce mandat sur l'égalité femmes-hommes, on a créé un comité des femmes citoyennes, une maison des femmes, on a travaillé en interne sur la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Ça a créé une forme d'aspiration et je me suis retrouvé avec beaucoup plus de femmes candidates que d'hommes. Et donc j'ai été limité dans l'autre sens. Et à la fin, on a trouvé un équilibre, mais j'ai quand même vu une appétence plus importante des femmes pour la chose publique et ça, on peut s'en satisfaire. Vincent Chauvet. Même chose, j'ai plus de vous aussi, vous avez femmes, dû enlever des femmes. Absolument, et des femmes qui viennent et qui osent spontanément envoyer un mail, j'aimerais bien m'investir pour la commune. Des nouvelles femmes aussi qui viennent parfois d'autres communes et qui découvrent. Je pense qu'on aura une féminisation, ce sera intéressant de faire un sujet, on suivra avec attention, une féminisation accélérée avec cette loi, et pas que dans les petites communes. Je prends Mont-Soleil-Mines à côté, il n'y a que des femmes têtes de liste. Que des femmes têtes de liste, donc c'était déjà une femme maire, mais justement peut-être qu'elle a ouvert la voie et il n'y a que des femmes têtes de liste. Néanmoins, il y aura encore certains bastions, les exécutifs intercommunaux, même si les listes sont paritaires, on aura quand même beaucoup d'hommes maires, et donc les exécutifs intercommunaux, et puis les syndicats spécialisés. Moi j'ai une femme, Françoise, qui est adjointe aux travaux, eh bien, dans le syndicat qui gère à l'échelle de la moitié du département les ordures ménagères, où je siège avec elle, on est deux, c'est la seule femme. Et sur les syndicats d'électrification, sur les syndicats techniques, sur les compétences encore techniques, on a parfois une seule femme, voire personne. Et là, la parité est impossible parce que les délégués sont tous hommes et la loi n'oblige pas encore. Je pense que ce sera à nous. Et beaucoup de maires de petites communes faisaient déjà des listes paritaires avant que ce soit obligatoire. Je pense qu'il faudra qu'on aille aussi sur la constitution et la désignation de délégués paritaires sur ces différentes instances. Tout à fait. On va terminer par une note positive parce que maire, c'est quand même un beau mandat. Nathalie Gavol, qu'est-ce que vous retenez de votre mandat de maire de bien, de positif ?
eh ben, c'est de se sentir utile déjà, et puis la reconnaissance des habitants, parce qu'on l'a quand même, hein, on a les grincheux, mais pas que, et heureusement. La satisfaction du travail bien accompli, je veux dire ça aussi, on travaille pour notre territoire, pour notre commune, pour notre bassin de vie, et on a la reconnaissance aussi, on a les choses qui avancent, et ça c'est, voilà, mais la reconnaissance des habitants, ça n'a pas de prix. Patrick Haddad. Oui, tout à fait, je dirais la reconnaissance. On a tout ce qui est mariage aussi, tout ce qui est, voilà, c'est des beaux moments. Ça se passe bien. Voilà, il faut aussi... Oui, je dirais qu'on a aussi évidemment la reconnaissance des habitants, à la fois sur des belles histoires individuelles, des gens qu'on a vraiment sortis de la difficulté, et c'est beau de les voir évoluer positivement. Des quartiers qu'on a pu transformer aussi, certains qui étaient dans un état lamentable, et on a réussi en un mandat à vraiment les redresser très largement. Et puis moi, c'est aussi une ville qui est très multiculturelle, et donc quand vous avez aussi des conflits internationaux, tout ça peut se retrouver sur le terrain de façon très, très difficile. Et pendant ce mandat, on a vraiment travaillé à pacifier les relations sociales, à vraiment travailler sur les valeurs républicaines, sur la laïcité, sur l'antiracisme. Et donc de voir une ville se pacifier d'un point de vue identitaire, c'était une vraie satisfaction. La satisfaction, c'est quand des choses marchent encore mieux qu'on les espérait. Nous, les Authunois sont très attachés à leur patrimoine historique. On a mis en valeur un boulevard, le boulevard Leroux. Je pensais que ça allait être bien. C'est formidable, les gens m'en parlent tous les jours. Et c'est pas pour moi la plus grande réalisation du mandat, mais pour les habitants, c'est ce qui leur plaît le plus. Et ça, puisque 80% de ce qu'on fait, ils ne le voient pas. Quand l'eau marche au robinet, que l'électricité marche, que l'hôpital fonctionne, que les urgences sont ouvertes, ils le voient, mais c'est normal. Mais quand on fait ce genre de rénovation et que les gens sont contents, ça nous fait plaisir aussi. Ouais, c'est une belle note pour finir. On termine par l'histoire du jour. Est-ce que vous avez trouvé votre permanence de campagne? Oui, j'en ai même 2, moi. Ah, bah 2, ça c'est... J'en ai pas pris parce que les nouvelles règles, l'interprétation des nouvelles règles sur l'affichage fait qu'on peut même pas mettre son affiche sur sa permanence de campagne. Ça, c'est encore une loi à venir sur le statut de l'élu. Je vous raconte rapidement une histoire à Angoulême. Il y a 5 candidats. On peut mettre son nom, mais on ne peut pas mettre le nom de sa liste. Ouais, il y a 5 candidats sur 9 qui ont leur permanence dans la même rue, à Angoulême, parce que la rue est passante et visible, et le loyer est pas cher. Alors rassurez-vous, tout se passe bien. Ils se saluent entre voisins. Ils se souhaitent bonne campagne. Et c'est aussi pratique pour les habitants. Il y a une dame qui a assisté à toutes les inaugurations dans la rue. Reste plus qu'à savoir qui il restera pour le 22 mars. Ça peut être sympa. Ah ouais, puis en plus, c'est le capital de la BD, donc ils doivent bien s'amuser en Ça remplit des boutiques vides, qui est un gros enjeu, le centre-ville pour les... Merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci à tous les trois. Merci. À demain. Très bonne journée. Public Sénat, en partenariat avec la presse régionale, vous a proposé Bonjour chez vous.